Vous écoutez l'épisode 202 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel on va parler d'intégrer l'intelligence artificielle dans les pratiques enseignantes. Et pour cela, je reçois Julie Higounet de Eduman, qui accompagne les établissements scolaires et équipes enseignantes à faire ce virage en gardant la pédagogie au centre et en restant maître de leur expertise. Je suis Émilie Lefatan, ex-prof des écoles devenue coach professionnelle et formatrice. Aujourd'hui, j'accompagne les profs et les professionnels de la pédagogie à se développer professionnellement, à initier ou vivre des changements et des transitions, à retrouver de la sérénité et du kiff au quotidien. Et dans ce podcast, on réfléchit, on se questionne, on partage pour nourrir sa pratique et sa vie pro. Alors si tu as envie de prendre un temps de recul sur ta vie de prof ou ta façon de travailler, mets tes écouteurs, installe-toi confortablement et c'est parti! Bonjour Julie, c'est un plaisir pour moi de t'accueillir au micro du podcast aujourd'hui. Bonjour Émilie, le plaisir il est tout à fait partagé. Alors, tu es experte en pédagogie, en développement professionnel, en ingénierie de formation, tout ça au sein d'une entreprise qui s'appelle Eduman, et tu accompagnes les établissements scolaires, les organisations éducatives, les profs dans différentes transitions. Et ça, c'est quelque chose qu'on a en commun, d'accompagner les changements, les transitions. Et en regardant ton site, je me suis vraiment retrouvée dans l'idée d'avoir en toile de fond les mêmes volontés, de faire changer un peu de regard et de posture sur l'école, les élèves, le monde, et de faire bouger un peu les lignes, voilà, de travailler aussi autour de l'envie d'agir, de diffuser des notions, des concepts, de partager les savoirs. Et une des transitions que tu accompagnes, notamment beaucoup en ce moment, c'est la transition vers un enseignement qui va inclure davantage l'IA, l'intelligence artificielle, dans les pratiques. Et c'est d'ailleurs comme ça que je t'ai rencontrée en 2025, je crois, lors d'une formation de formateur. Donc il y a plein d'avis divergents autour de l'intelligence artificielle, hein, plein de peurs, à la fois plein d'intérêts. Qu'on le veuille ou non, l'IA est là, comme tout outil, avec son lot d'avantages et son lot d'inconvénients. Quelle est, toi, ta position par rapport à tout ça? Alors, ma position, elle est peut-être pas celle qu'on attend de quelqu'un qui fait de l'accompagnement à l'intégration de l'IA ou aux usages peut-être accompagnés par l'IA. Il est très nuancé en fait. Je suis sans arrêt en train de me questionner sur les limites et je les ai toujours en tête. D'ailleurs, je pense que depuis que j'ai commencé à travailler sur l'IA, j'ai jamais été aussi vigilante à mes usages numériques de manière globale, hein, et aux consommations, hein. Je vais pas revenir et aux enjeux écologiques derrière. Ça m'aide à être un peu plus éveillée, un peu plus ouverte. Donc en fait, la position, elle est de dire, ben, c'est un outil, rien d'autre. C'est une assistance, comme on peut avoir d'autres assistances. On peut avoir des assistances du type, manuel pédagogique, par exemple. On peut avoir, des assistances d'outils, hein, numériques, qui n'utilisent pas vraiment l'IA. Ça se cantonne à ça et pour pouvoir l'utiliser, et c'est plutôt là que ma position est forte, il faut un bagage pédagogique important. Sans bagage pédagogique important, on va pas, bien loin. Et ce sujet, je décide de le garder parce que mon métier à moi, c'est la pédagogie. C'est pas autre chose et c'est comment on peut faire, de la salle de classe un lieu qui soit, joyeux, sympathique, et sur lequel on fasse vivre des collectifs, d'élèves. Hem Et donc l'IA je dis bien peut représenter une possibilité parmi, bien d'autres et pour certains enseignants qui peuvent être loin, de certaines pratiques pédagogiques, par exemple, je le mentionne ici, la conception universelle des apprentissages, qui est pas toujours une chose simple, eh bien, l'IA peut être un levier et une aide pour voir et avoir des premiers brouillons de réponses pour faire avancer la machine. Parce que quand on sort de formation, c'est jamais simple de se retrouver tout seul, de mettre en œuvre. Les enseignants ont une vie qui est trépidante, mais sur lequel on a rajouté beaucoup de choses à leur quotidien sur ces 10 dernières années. Voilà, donc l'IA, juste
une aide pour, pédagogiquement parlant, pouvoir faire des choses dont on a toujours rêvé. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis actuellement. Ça me permet de faire des choses dont j'ai toujours rêvé, que j'ai jamais eu ou le temps ou les capacités, hein, de le faire. C'est quoi ces choses, par exemple, dont tu as toujours rêvé? Alors en fait, ce dont j'ai toujours rêvé, maintenant c'est plus un rêve, hein, c'est une réalité. C'est tu vois, les élèves que j'ai accompagnés maintenant je travaille, dans certains masters où j'accompagne plutôt des étudiants à l'université, mais c'est de pouvoir coller à ce que sont les élèves, hein. Je vais parler de la salle de classe. Donc j'ai eu pendant longtemps des élèves, d'école primaire et les élèves, ils arrivent avec des passions diverses et variées. On a toujours, ces élèves qui sont passionnés de dinosaures, d'autres pour qui, la danse, le chant, ils ont des envies, des éléments qui font qu'ils peuvent être intarissables sur le sujet et en fait, j'ai toujours eu envie, dans tout un tas de sujets, de pouvoir exploiter ce qu'ils étaient et le mettre à profit des apprentissages. Seulement, j'avais qu'une journée, j'avais que 24 heures et en fait, je ne sais pas tout, par exemple, de certaines catégories de dinosaures et ça m'aurait pris un temps infini et je ne sais pas tout de certains courants, de chansons qui les animent beaucoup. Aujourd'hui, ce que je peux faire, c'est que je peux, sur certaines compétences mathématiques, par exemple, de résolution de problèmes, là où moi, je suis détenteuse des compétences qui sont à travailler, bah, je peux demander à la machine, bah, de dire: «Voilà, j'ai besoin qu'il y ait tant d'éléments de résolution de problèmes, d'activités, mais qui touchent à tous ces champs-là». Et la machine va me faire l'emballage parce que ce n'est rien d'autre que dans l'emballage. La personne qui décide de la façon et de la complexité, de ce qui va être travaillé, c'est moi. La machine va faire l'emballage que je n'ai pas. Et ça, pour moi, ça a été un rêve pendant longtemps de partir de là où ils sont et de bâtir avec ce qui, au fond d'eux, les fait avancer tous les jours. Voilà. Donc, ça, aujourd'hui, c'est un rêve qui est possible, et c'est drôlement chouette, quoi. Ouais, ça me parle beaucoup, ce que tu dis parce qu'effectivement, enfin moi j'ai commencé à enseigner en 2005, bah, à l'époque il y avait pas tout ça et ça prenait du temps, il y avait cette frustration de pas pouvoir déjà tout acheter, plein de livres. Tu parlais de l'exemple des dinosaures, bah, acheter plein de livres, se renseigner, le temps on y passe, comme tu le disais, les profs passent déjà tellement de temps. Donc là, le premier avantage, c'est de pouvoir, gagner du temps tout en se rapprochant un peu plus des centres d'intérêt, des élèves. Et puis, pour une fois dans leur scolarité, de dire: «Ben, je vais bâtir à partir de ce que tu es toi». Mmh. C'est pas moi de manière qui va t'imposer. On leur impose suffisamment de choses, ils avancent, au rythme qui est le nôtre, en permanence. Non, tu es cet individu et si je ne le juge pas et tout ce que tu es, je le prends. Ça aussi, c'est un message, qu'il faut rectifier. Il y a quelques recherches qui nous expliquent quand même que, de manière très insidieuse, l'école, avec ce qu'elle met dans les manuels, ce qu'elle porte, elle renvoie une image négative de même à certains élèves qui arrivent avec une autre culture, qui arrivent avec d'autres champs qu'ils ne retrouvent jamais dans les livres, dans les manuels, dans les situations, dans les projets, alors que d'autres s'y retrouvent pleinement. Donc déjà, on a un petit grand différentiel qui fait que, ben, certains vont se dire: «Bah, ce lieu-là, il est chez moi» ou «Celui-là, il est très éloigné de chez moi». Et ben, c'est dire aux élèves, tu vois, en changeant et en prenant cet élément-là, tu as ta place à l'école et ce que tu es est aussi important que le voisin. Ouais. J'adore ce que tu es en train de dire et c'est, voir, l'IA comme aussi un moyen d'être plus inclusif, en fait, dans notre façon de concevoir les supports, de concevoir les séances et sans se mettre en difficulté, soit, au quotidien dans la gestion de son temps, dans son écologie personnelle. Oui. Et c'est tout à fait. Et c'est pas se mettre en difficulté effectivement parce que faire ce type de travail, ça demande un temps énorme et je sais que les enseignants en ont de moins en moins. Là, ça, c'est primordial et effectivement, inclusion et accessibilité, tu vois, j'ai oublié de le dire sur la présentation, mais pour moi, quand l'IA est une assistance pour l'enseignant, parce qu'il y a plein de choses possibles, mais c'est vraiment une assistance pour plus d'accessibilité et plus d'inclusion et l'inclusion, ça veut pas juste dire, je vais simplifier le texte ou je vais, permettre de, faire, des définitions à un niveau de lecture qui est suffisant. C'est aussi partir de là où sont les élèves, en prenant ce qu'ils sont et ce qui les intéresse et en le raccrochant au maximum à un contexte réel d'apprentissage. Ouais. Oui, c'est tout ça.
Ouais. Est-ce que tu as un exemple, d'usage, simple par rapport à ça? D'une façon de faire, avec l'IA? Alors, une façon de faire toujours dans la lignée de la enfin de l'accessibilité, de l'inclusion? Oui, oui, oui. Alors là, on a parlé de partir des champs d'intérêt, des élèves et de ce qu'ils portent eux pour, par exemple, mettre en œuvre des exercices de systématisation parce qu'il en faut et des fois, il faut systématiser à certains moments, des choses. L'autre élément qui peut être important, c'est, se dire qu'on va aussi pouvoir, générer des projets ou des situations qui vont être, plus proches, du monde réel. Le monde réel, c'est le monde dans lequel ils vivent eux et ceux qu'ils croisent tous les jours en sortant, de l'école. Donc aujourd'hui, ça c'est j'appelle ça aussi de l'emballage, hein. La machine peut nous aider à, par exemple, générer des situations ou des projets qui vont permettre, aux élèves, de tricoter des choses, plus facilement à partir, de ce qu'ils vont vivre. Je vais donner un autre exemple. Hem Il y a des élèves de cycle 3 avec lesquels j'ai eu la chance de travailler, qui sont partis en classe transplantée pendant 2-3 jours dans un lieu en France et en fait, pour avec un certain nombre d'objectifs pédagogiques. Il fallait visiter des bâtiments, il y avait un lien avec l'histoire, il y avait un lien avec la géographie, un certain nombre d'éléments et puis il y avait quelques notions mathématiques aussi au passage. Les enseignants avaient très bien ficelé le projet et ce qu'ont fait les enseignants de formidable en utilisant l'IA ils ont rajouté des objectifs de lecture et ils ont créé des récits, pour chaque élève, des récits autour de ce petit voyage de 3 jours qui allait arriver, dans lequel, les élèves allaient être un peu les héros de l'histoire. Mais ils n'ont pas fait un récit, ils en ont fait 25. Il y avait 25 élèves dans la classe et donc qu'est-ce qu'a fait la machine? La machine a créé 25 récits différents qui mettaient les élèves en scène, hein, pendant ces 3 jours autour de ce qu'ils allaient faire et du programme et les enseignants ont fait cette chose formidable, ils leur ont donné le récit avant de monter dans le bus. En leur disant: «Bah, voilà, je vous donne ce petit récit de lecture». Et évidemment, les élèves ont été excessivement surpris parce qu'ils ont commencé à lire, ils se sont retrouvés au cœur de l'action. Avec les copains, avec les copines et il y avait pas de récit qui était identique. Là aussi, on se lancerait pas tout de Ah, suite, bien hein, sûr. de suite. Et donc en fait, les élèves, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à lire, ils ont été très surpris, ils sont lus jusqu'au bout, ils ont eu très envie d'aller lire ce que les autres avaient, de comparer, de discuter et ça a participé à une forme d'ancrage, en fait, de ce qui allait être fait, de l'emploi du temps. Effectivement, on imagine que ce qui va être, retenu dans l'emploi du temps va l'être un peu différemment avec une petite narration fiction et puis évidemment, tu le lis une fois, ben, ça a un impact positif, mais tu vas le lire 2 ou 3 fois pour savoir comment la copine Émilie, il s'est passé quelque chose et comment pour Julie, ça s'est passé. Voilà. Encore d'autres exemples possibles. Ouais, j'adore. Je pense que c'est très parlant pour les personnes qui écoutent et on voit tout de suite tout ce que ça permet, tant dans l'inclusion que dans la coopération, que dans, le climat de classe à ce moment-là, que dans l'engagement, pour les activités après, la façon dont ils ont dû vivre ensuite les activités, tout au long du séjour, incroyable. Tu as dit en préambule que, heu toi, la base, c'était la pédagogie et qu'il ne fallait pas oublier ça quand on se met, à utiliser l'IA en tant qu'enseignant. Hem, Quels sont pour toi les incontournables à maîtriser, heu, au niveau pédagogique pour une utilisation efficiente de l'IA en tant qu'enseignant? Alors, hem, je peux utiliser, l'IA pour faire tout un tas de choses, dans mon métier. Les incontournables, j'ai l'habitude de parler je pense que le terme, certains peut-être, termes sont un peu, abusifs, mais pour que tout le monde s'y retrouve, j'ai l'habitude de parler de cadre pédagogique. Les cadres pédagogiques, ce que je mets moi derrière cadre pédagogique, en fait, ce sont des modalités de fonctionnement qui vont peut-être, permettre des scénarisations particulières et qui vont donner des indications à la machine sur la façon dont, elle va pouvoir dérouler les activités
les séances ou des séquences et y compris des évaluations. Alors je vais revenir, je parlais un tout petit peu, par exemple, de conception universelle des apprentissages qui est aujourd'hui une approche pour l'accessibilité qui est de plus en plus diffusée en France. Il existe d'ailleurs des diplômes universitaires. Eh bien, par exemple, je peux demander à la machine, y compris une IA ultra généraliste comme ChatGPT, Gemini ou autre, de me générer une séquence avec cette approche-là, conception universelle des apprentissages. C'est suffisamment bien documenté et positionné sur internet pour que la machine, ne fasse, plus ou pas d'erreurs. J'ai d'ailleurs fait un petit robot pour les enseignants qui est complètement gratuit pour que les enseignants puissent scénariser. Sur cette base-là, mais on peut utiliser, d'autres. Les cadres pédagogiques, ça veut dire parler d'enseignement explicite. Aujourd'hui, c'est mentionné dans les programmes depuis 4-5 ans. Ne pas oublier de mentionner qu'on va avoir une approche, explicite, de l'enseignement pour cette activité de lecture ou pour cette activité de mathématiques. On peut parler, d'utilisation, par exemple, de la taxonomie de Bloom, d'apprentissage coopératif. On peut parler d'apprentissage, par enquête. On peut fonctionner en mode, projet. En fait, c'est tous ces éléments-là, pédagogiquement, de taxonomie de Bloom aussi, ce sont tous ces éléments-là qu'on va pouvoir poser dans la façon dont on s'adresse à la machine et qui vont orienter considérablement la façon dont la machine va me répondre. Ouais. C'est-à-dire que et ça rejoint ce que tu disais, on reste maître de ce qu'on a à dire des compétences et des connaissances et que dans la façon dont on va prompter, dont on va s'adresser, à la machine, comme tu dis, il va falloir apporter tous nos éléments d'expertise, en fait, pour que ça ressemble, à ce qu'on veut, à ce qu'on vise et ne pas, déléguer un peu trop tôt, toute la pensée, pédagogique. Non, 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 c'est à nous, de modifier tous ces éléments-là, de mettre les quotas horaires et si, par exemple, je passe, sur de la différenciation, on peut différencier sur les contenus, sur les processus, les productions ou l'environnement d'apprentissage, c'est moi qui décide et je vais dire à la machine: «Là, j'ai besoin qu'on différencie sur les processus et les stratégies d'apprentissage. J'ai besoin de voir apparaître plusieurs stratégies et j'ai besoin que l'environnement d'apprentissage» parce que je sais que j'ai des élèves qui ont des troubles, de dyslexie ou des élèves, qui ont aujourd'hui, des troubles de l'attention, j'ai besoin qu'on différencie très fortement sur l'environnement d'apprentissage. C'est bien moi qui suis à la manœuvre, c'est moi qui indique à la machine les 2 champs que je vais utiliser pour que la machine, fonctionne. Donc plus on va donner d'éléments pédagogiques, comme je viens de te le dire là, Mmh. plus les réponses vont être pertinentes. Ça me permet de te mentionner, il y a une petite étude qui est parue il y a un mois, dans le journal Le Monde, si je ne me trompe pas, qui faisait état de l'usage de l'intelligence artificielle, en France. Pas spécifiquement dans le domaine de l'éducation, mais qui faisait état d'un petit problème, c'est que les utilisateurs, en moyenne, quand ils font une demande à la machine, ils utilisent 12 mots et en fait, c'est complètement insuffisant. Si je demande à la machine de m'effectuer, par exemple, une activité différenciée et que j'en reste là pour un élève de CE1, c'est insuffisant. Il faut que je sois capable de spécifier les éléments de différenciation que je veux, comme je le disais, précédemment et de mettre, des éléments d'observation que j'ai notés sur le fonctionnement des élèves. Si je suis capable de dire que c'est un élève qui a des problèmes, sur la compréhension de consignes, qui a des problèmes au moment du changement d'activité, qui est un élève qui est très intéressé par ces éléments-là ou qui réagit mieux à des éléments plutôt, de cet ordre-là, eh bien la machine va me donner un panel très fourni, donc c'est exactement la même chose. Le 12 mots, il est pas possible et il va falloir étayer avec tout ce qu'on a dans la tête. Ouais et c'est là que c'est intéressant, aussi de pouvoir, pour les qui auraient peur d'être remplacées par la machine, de se dire que, en fait, il y a tellement de combinaisons possibles, il y a tellement de situations possibles, il y a tellement de contextes Ouais. possibles et le réel, c'est nous qui le vivons. Donc forcément, on a des choses à apporter et oui, si on veut demander quelque chose, j'imagine que 12 mots, c'est ça à moins de dire: «Je veux une séance de lecture sur, ça en CE1», c'est vraiment trop réduit alors que ce que tu dis là, c'est, apportons du contexte, j'enseigne dans tel endroit, voilà, j'ai besoin de différencier sur ça, voilà où quel est l'objectif, enfin, d'apporter, tout ce qu'on a l'habitude de faire, tout ce qu'on sait faire et que la machine ne peut pas faire à notre place.
Non, elle ne peut pas le faire à notre place, du tout, du tout. C'est impossible. La machine ne connaît pas les élèves. Hem et la seule personne qui va pouvoir amener tous ces croisements, parce que c'est nous qui, à un moment donné, savons qu'il va falloir positionner des éléments, de processus, d'environnement ou que d'environnement. Là, je sens qu'il faut changer juste l'environnement d'apprentissage, c'est nous. Et ça, la machine ne peut pas d'emblée le voir. Donc non, on a de quoi, enfin, elle est pas prête de nous remplacer tout de suite. Alors si certains se posaient la question, il y a des études qui ont été faites il y a quelques mois qui alors j'ai plus les références exactes, mais sur lequel il a été fait quelque chose d'assez terrible, d'à peu près tous les niveaux, de scolarité. Ça s'est pas fait en France, hein. Il a été demandé à des élèves de suivre une partie de leur scolarité avec un accompagnement uniquement IA et de l'autre avec un accompagnement enseignant et IA et en fait, il y a pas l'ombre d'un doute, en fait, on a besoin d'enseignants à tous les niveaux et la machine est en incapacité d'amener, les élèves là où la machine est incapable d'amener les élèves là où l'enseignant va les amener, en fait. Mmh. Ouais, merci pour, le partage de cette ressource. Hem, Quels sont les pièges, peut-être tu en as cité certains, mais quels sont les pièges, à éviter en tant que prof et dans ces usages avec, l'IA au niveau pédagogique pour le moment? Heu, alors, les pièges, c'est d'oublier qu'on a des cadres pédagogiques ou que et d'oublier de mentionner, ces éléments-là. Les pièges, c'est peut-être, de ne jamais re-questionner ce que nous renvoie la machine. C'est toujours questionnable. Moi, je n'arrive jamais à utiliser en bloc, ce qui m'est proposé. Ça sert de matériau de réflexion pour moi, mais l'utiliser en bloc, j'y arrive pas. Et puis un autre piège, alors, qui est peut-être un piège inattendu, quand on se lance là-dedans, il faut se dire qu'on va y passer tant de temps. On a et de ne pas se laisser emporter par une démultiplication, se préserver, garder du temps, ça fait aussi partie, des pièges dans lequel ne pas tomber parce que la machine, elle va toujours poser des questions, elle va toujours vous proposer d'aller plus loin. Bah, à un moment donné, il faut dire: «Stop, là, moi, c'est terminé, ça s'arrête là». Oui, on peut aller encore plus loin, mais peut-être qu'à un moment donné, il faut décider que c'est terminé pour mon bien, pour celui des élèves et de la nuit qui arrive. C'est intéressant parce que, en fait, ce que tu disais au début et ce sur quoi, je pense, tout le monde est d'accord, c'est que les enseignants passent beaucoup de temps à travailler, préparer et cetera. L'idée, c'est que cet outil-là, il peut permettre, de gagner du temps. Mais en Mmh. fait, ce temps gagné, l'idée, c'est pas de l en tout cas, consciemment, faudra le faire consciemment en tout cas, de pas réinvestir ce temps pour continuer de travailler autant ou de travailler encore plus, quoi. Et que, c'est important de réussir à se poser des limites et donc c'est souvent ce que je dis en coaching aussi, aux personnes qui ont du mal à poser des limites. Mais ce que tu disais, c'est de définir le temps qu'on veut y passer avant, parce on a vite fait de se laisser embarquer, une fois qu'on est dedans et puis, et encore et ci et ça et on s'arrête plus. Exactement et certains enseignants, pour beaucoup qui sont très inversés, me disent: «Mais en fait, je gagne pas du temps, je fais beaucoup plus de choses et en fait, ça me prend, finalement autant de temps, voire plus, le temps que je comprenne». Oui, alors posons nos propres limites, effectivement, on peut toujours faire mieux, on peut toujours arriver avec plus de choses. Après, un piège, c'est de se dire qu'on répond pas à toutes les demandes de la machine. Ouais. On a parlé là des usages, pédagogiques, pour les enseignants. Est-ce que tu vois d'autres usages, que tu conseillerais pour les enseignants qui soient pas forcément directement reliés, au au pédagogique ou en tout cas à la préparation? Alors j'en vois un qui peut être, parfois, salvateur. Et je vais raconter une petite, anecdote, hein, réelle qui m'est arrivée il y a pas très longtemps. J'accompagnais un groupe scolaire, pendant plusieurs sessions, sur, les possibilités d'usage et une enseignante est venue me voir, en me disant: «Eh bien, l'IA m'a sortie d'une grande difficulté». Alors j'étais d'autant plus amusée que c'était quelqu'un qui avait quelques réticences et c'est bien, en fait, de pouvoir bouger sur ses propres réticences d'un côté comme de l'autre, hein et il faut pas être, naïf sur ce que l'IA fournit non plus et donc elle vient me dire qu'elle a eu un rendez-vous,
qu'elle attendait et avec des parents d'élèves et qu'elle redoutait. Et en fait, elle me dit: «Ce que j'ai fait, c'était des parents dont elle présupposait, qu'elle ait demandé, en fait, un passage anticipé et sur lequel elle voyait bien qu'il y avait pas de possibilité Excuse-moi, pour il y a une petite coupure. Est-ce que alors tu peux reprendre, l'histoire? Ce que j'ai oui, fait? c'est une enseignante, en fait, qui a utilisé l'intelligence artificielle pour se préparer à un rendez-vous avec des parents et les parents avaient demandé un rendez-vous sur lequel elle s'attendait à ce qu'ils la questionnent énormément sur un passage anticipé, de l'élève, qu'elle avait et donc elle a utilisé l'intelligence artificielle pour se préparer et voir, ce qui pouvait être dit en expliquant le profil. Évidemment, pas de nom, pas de prénom, pas d'école, donc on reste dans le cadre légal et en fait, ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'elle avait appris, elle, beaucoup de choses, qu'elle avait, aimé pouvoir dialoguer et en pensant à ce rendez-vous, et que, le rendez-vous s'était merveilleusement bien passé et elle était vraiment très contente d'avoir pu s'entraîner, d'arriver le plus préparée possible à cet entretien, en ayant bien regardé à 360 tout ce qui allait pouvoir être sorti. Donc ça, c'est une utilisation, possible. L'autre utilisation possible, c'est que, partie du quotidien des enseignants aujourd'hui, il y a des emails nombreux et variés et parfois peu agréables, dont on a envie de répondre tout de suite et avec, des éléments, sous le coup de l'émotion et chose qu'on sait qu'il faut pas faire, faut attendre un peu et même quand on attend un peu, bah, la charge émotionnelle, elle est telle qu'il peut rester des choses. Donc on peut proposer son brouillon de réponse et de s'assurer que ce soit, clair, que le ton soit bienveillant, et ferme, mais qu'on ne se prenne pas les pieds dans le tapis et donc la machine, pour ça, peut nous aider à objectiver certaines Ouais, choses. ouais. Je l'ai utilisé moi en tant que parent d'élève, récemment et ça m'a permis aussi de préserver un peu la relation. Voilà. Donc ouais, super. On a parlé donc de l'IA, à usage des enseignants. Hem, Qu'est-ce que tu aurais à dire sur l'usage, de l'IA par les élèves? Ce qui occupe mes nuits et mes jours. Je suis très inquiète en fait, je sais pas si je devrais dire ça ici. Je suis très préoccupée au bon sens du terme. Je suis très préoccupée, par les élèves parce qu'aujourd'hui, ils sont très nombreux. Je prends souvent les transports en commun et je regarde un petit peu ce que font les jeunes sur leur téléphone et très souvent, ils sont en dialogue avec, des intelligences artificielles. L'IA est arrivée très vite dans la vie de tout le monde, s'est invitée chez tout le monde, mais les élèves, n'ont pas toujours le mode d'emploi. Derrière le mode d'emploi, c'est comprendre comment cognitivement il fonctionne et comment est-ce que apprendre fonctionne pour se dire que, l'utilisation de l'IA va être une bonne chose et à quel moment est-ce que ça peut intervenir. Donc en fait, on voit tout et n'importe quoi et souvent des usages, que j'appelle moi des usages, baguette magique. C'est-à-dire qu'ils vont attendre de la machine qu'elle ait généré la réponse qu'ils attendaient sans qu'il n'y ait aucun effort cognitif de fait. Donc au niveau des apprentissages, c'est très bien documenté. Il y a déjà une méta-analyse qui est une méta-analyse, c'est-à-dire que l'université de Stanford a repris, je crois, 250 travaux sur le sujet pour montrer que les élèves, quand ils l'utilisent, alors, il y a un pic de dopamine. Ça commence par un pic de dopamine parce que les éléments qui arrivent sont des éléments relativement intéressants et ils ont cette sensation de compétence avec les réponses qui arrivent. Ils ont lu les éléments qui sont conformes et qui correspondent à ce qu'ils auraient dû eux-mêmes faire. Donc pic, sensation de montée en compétence, la réponse arrive. Mais quand on revient quelques jours, quelques semaines, même quelques heures après, eh ben, il y a pas grand-chose qui est resté. Donc il va falloir, les aider. Je suis très contente à 2 égards. Premier, c'est que le ministère en France, alors je ne sais pas d'où sera étudié écouté ce podcast, mais en France notamment, dans les programmes de lycée, je vous invite à regarder, ce qui est sorti, pour les programmes de mathématiques au 2 avril sur le travail personnel des élèves. Il y a eu des mentions très, claires, hein, qui ont été faites avec un décrochage sur le paragraphe travail personnel des élèves, où les enseignants ont maintenant le devoir de pouvoir accompagner, les élèves sur des usages de l'IA dans leur travail personnel. Ce qui veut dire,
soit dit en passant, savoir s'en servir personnellement Oui. et dans la lettre de rentrée, hein. Il y a quelques éléments, sur le sujet. Donc, ces éléments-là arrivent et l'autre, bonne nouvelle, c'est que, pour ceux qui des auditeurs qui ne connaîtraient pas, du tout, le site, je vous invite à aller vite, si vous ne connaissez pas, c'est la plus belle journée de votre vie, de pédagogue, d'aller faire un petit pas du côté de la forge pédagogique. Pour ceux qui ne connaissent pas la forge, ce sont des communs pédagogiques et c'est tout un tas de petites applications, de plus en plus utilisent l'IA, à destination des élèves. De vous de temps en temps, mais majoritairement des élèves. C'est libre, il n'y a pas besoin de création de compte. Ce qui veut dire que derrière ces applications que les élèves pourraient utiliser pour, apprendre, réviser, eh bien, ce sont des enseignants qui les ont pensées et qui les ont pensées de manière pédagogique et l'idée, c'est de sortir des IA, ChatGPT et autres, qui sont des IA ultra généralistes sur lesquelles les sources sont pas maîtrisées, les programmes français sont pas du tout rentrés et les réponses données vont pas être, tout à fait dans les modalités de fonctionnement qu'on apprend. Aujourd'hui, certaines applications, par exemple, comme je la mentionne parce que j'ai fait il y a pas très longtemps un post, et c'est quelqu'un de formidable, qui l'a fait, je vais le mentionner, je vais donner son nom tout de suite. Une application qui s'appelle Mind Ma Class et c'est un enseignant, qui l'a faite, qui s'appelle Sébastien Henriot. Je vous invite à aller la regarder, elle est libre d'accès. Elle est peut être faite pour les enseignants, mais majoritairement pour les élèves et c'est une application qui va générer des cartes mentales et tout un tas de systèmes de révision. Évidemment, tout cela fonctionne avec l'IA, mais conforme à nos programmes, à la façon dont on envisage les apprentissages et si les élèves l'utilisent, eh ben, ils vont faire travailler toute leur capacité cognitive pour aller rechercher l'information, la mobiliser et s'assurer qu'on a différents chemins d'accessibilité à cette information. Voilà. Donc, pour les élèves, c'est une urgence. Il va Ouais. falloir tous les accompagner parce qu'ils ne savent pas comment, quoi, les règles du jeu, mais il y a que des bonnes nouvelles qui arrivent. On a, un ministère qui s'en est emparé et on a des communs d'enseignants qui ont décidé de faire en sorte que c'était quelque chose d'important, que ce soit quelque chose d'important, pardon. Ouais. Merci, pour ça parce que, c'est en fait, je pense que même les personnes qui sont encore réticentes, qui veulent pas s'y mettre et cetera, de ce point de vue-là, il y a une obligation minimum en fait de se renseigner, de se tenir au courant, d'aller utiliser au moins un petit peu pour voir, pour comprendre, et pour pouvoir accompagner les élèves. Parce que mine de rien, à la fois, il y a ce que tu disais, le danger, des mauvais usages et puis je trouve qu'il y a aussi le fait que ça continuera de creuser les écarts parce qu'il y aura Ouais. toujours, les élèves qui vont être accompagnés et qui vont savoir l'utiliser, comme il faut et les autres qui vont être encore plus en proie, aux effets pervers de l'usage de l'IA. Donc je trouve qu'il y a vraiment, une nécessité, ça va peut-être piquer certaines personnes, mais une nécessité, de s'en emparer, de se tenir au courant, de savoir comment ça fonctionne, de, savoir ce qu'il est possible de faire, de positif et de négatif pour pouvoir pour pouvoir l'enseigner en fait, parce que c'est ça, c'est enseigner, les usages de l'IA et accompagner et ne pas laisser les élèves complètement autonomes avec ça et donc à un moment donné, il faudra dépasser le fait de râler derrière les élèves qui l'utilisent, mais aller au-devant de ça, quoi. Et ce qui est très important de ce que dans ce que tu dis, c'est que il faut s'en emparer, on n'a pas le choix et si on décide la question qu'il faut se poser si certains auditeurs se disaient: «Beh, c'est pas le travail de l'école et je ne veux pas m'en emparer». La question qui a à se poser, c'est: «Si on ne s'en empare pas, qui va s'en emparer?» Et c'est là que la question est: à qui on laisse le travail avec toutes les dérives possibles? Juste pour, mes mots, quelque chose dont malheureusement, on ne s'est pas emparé assez tôt, je dis «on», je vais parler du ministère, c'est les manuels scolaires. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a une problématique majeure avec 80 des manuels scolaires en France qui sont détenus par, un seul gros éditeur. Bon, je laisse, les auditeurs aller regarder. Ça pose souci sur les contenus, donc c'est exactement la même chose sur les IA. Il faut que le ministère s'en empare, il faut que les enseignants s'en emparent pour pas qu'on nous demande d'utiliser du matériel qui serait de près ou de loin un matériel avec, des usages un peu orientés, on va le dire très poliment.
Merci pour, cette, précision engagée. Mais, c'est tu raison de le souligner et je pense que c'est une prise de conscience à avoir pour pouvoir peut-être dépasser certaines réticences qui n'enlèvent pas et d'ailleurs on peut peut-être y revenir, qui n'enlèvent pas les points de vigilance. Tu les as, évoqués, hein, des points de vigilance, éthiques, légaux et cetera. Est-ce que tu peux faire un petit point, là-dessus pour les plus novices, Mais des oui, auditeurs? mais c'est un point important. Pour ceux qui sont en France, et bien, il y a le cadre d'usage, qui a été édité par le ministère en juin 2025. Le cadre d'usage dit ce qu'il est permis ou pas de faire, pas le comment, sur ce qu'il est permis. Et pour aller très vite, au niveau des élèves, en fait, les élèves, n'ont pas le droit, dans le cadre scolaire, d'utiliser l'intelligence artificielle avant la classe de quatrième. Ça, c'est impossible. C'est possible à partir de la classe de quatrième, à condition qu'il n'y ait aucune donnée personnelle qui soit positionnée, sur les IA, ce qui veut dire, création de compte impossible. Et on ne laisse pas son nom, son prénom, on ne met pas de documents personnels, tels certains écrits. Ça, c'est pour les élèves. Côté enseignant, ce qu'il est noté, c'est que l'enseignant peut utiliser à peu près la totalité des IA qu'il souhaite pour dans le cadre de la préparation des cours, à 2 conditions. La première, c'est qu'il n'y ait aucune donnée personnelle d'élève qui soit positionnée, pas de nom, prénom. D'âge des élèves, ça c'est pas possible, d'établissement impossible. Et ce qu'on sait moins, par exemple, c'est que, un écrit d'élève, même sans le nom et le prénom, est une donnée personnelle. Un enregistrement d'élève est une donnée personnelle, même s'il n'y a pas le nom et le prénom. Alors tout ça, ça peut poser question, mais c'est important de le savoir, ce qui veut dire: «Je veux rentrer une copie d'élève et je veux la faire corriger», ben, c'est pas possible. Mmh. C'est pas possible, mis à part, certains éléments que je vais mentionner dans une seconde. Donc ça, c'est impossible et il y a une deuxième recommandation. Le ministère propose d'utiliser des intelligences artificielles dites frugales, c'est-à-dire, qui vont peut-être utiliser un peu moins d'énergie que d'autres. Ça veut dire des chatbots, par exemple, sur lesquels, on a positionné ses propres données et la machine ne va pas aller chercher partout un certain nombre de choses. Voilà. Ça, c'est les 2 recommandations du ministère. Alors, certains auditeurs vont se dire: «Mais c'est bizarre, moi j'ai accès à certains éléments que j'utilise et je rentre des copies d'élèves». Potentiellement. Il y a des applications, qui sont utilisables en France, mais il faut savoir qu'il y a un élément qui vous permet de savoir si l'application, vous pouvez l'utiliser avec des groupes d'élèves, c'est il faut que vous puissiez voir sur le site l'appellation GAR, G-A-R. Gestionnaire d'accès aux ressources, numériques. C'est une estampille qui dit que le ministère donne son autorisation et le GAR, c'est une entité qui filtre et sur lequel il n'y a que certains éléments qui peuvent rentrer et il y a une connexion possible directe avec l'ENT. Bon, pas tous les ENT en plus, hein. Donc s'il y a GAR, c'est bon. S'il y a RGPD, ça n'est pas suffisant. Ça Mmh. n'est pas suffisant. Je le redis parce que souvent, les pourvoyeurs de solutions mettent en avant le RGPD et pour le système scolaire en France, ça n'est absolument pas suffisant. Après, en fonction des pays où vous êtes, francophones, faut regarder, il y a des législations partout. C'est la COPPA aux États-Unis, il y a des législations partout. Il faut vérifier que ce soit conforme avec la législation promue par, les entités éducatives, de là où vous êtes. Ouais. Donc je reviens juste, par exemple, sur, pour essayer de voir qu'est-ce qui est possible ou pas, je vais donner un exemple. Il y a une application et je donne cet exemple et je ne connais même pas les pourvoyeurs, donc faut vous dire que je n'ai aucun intérêt à donner. Il y a une application qui s'appelle Écrivore, qui utilise l'IA pour aider les élèves du cycle 3 jusqu'à la terminale et après, hein, à faire des écrits et avoir des feedbacks constants sur ce qu'ils sont en train d'écrire, des corrections. Et cette application-là, elle est conforme et vous pouvez la lier à votre ENT. Donc effectivement, là, les élèves vont pouvoir écrire. Tout est complètement et entièrement sécurisé et c'est estampillé par le ministère. Donc là, il y a une possibilité d'utilisation de l'IA, mais ça reste très rare.
OK. Donc là, dans ce cadre-là, avec cette application-là, tu parlais tout à l'heure de pas avant la quatrième. Là, ça fonctionne? Exactement, ça fonctionne puisqu'on peut à partir de la classe de cycle 3 avec un encadrement. Évidemment, ce que s'il y a utilisation dans le cadre solaire, c'est avec un encadrement très strict d'un enseignant et un usage pédagogique bien défini. On laisse pas les élèves, vaquer. Voilà. Tout à fait, tout à fait et quelque part, ça oblige. Ça oblige aussi à tenir compte, à accompagner certaines choses qui, du coup, n'avaient pas forcément besoin, d'être accompagnées ou n'étaient pas forcément, accompagnées jusque-là. Mais là, ça nécessite, en fait, une vigilance particulière sur certains usages. Mmh. Hem ce sera peut-être redondant et auquel cas, pas de souci, mais, quel quel conseil donnerais-tu à un enseignant qui découvre l'IA? C'est-à-dire qui n'a pas voulu jusque-là, s'y mettre et qui, fort de ce qu'on vient de se dire, se dit: «Bon allez, hem, je vais peut-être, changer mon fusil d'épaule et essayer». Eh bien, le conseil, que je donnerais, à cet enseignant-là, c'est d'aller voir quelqu'un qui utilise déjà l'IA et de commencer à discuter et de discuter de quelqu'un qui a déjà commencé et quelqu'un qui fait des choses qui fonctionnent et qui fonctionnent bien, dans sa classe. Hem C'est toujours plus simple d'essayer de fonctionner, et de se faire des représentations et de regarder des chemins sur lesquels on va se lancer à partir d'éléments qui ont positivement réussi. Ça veut pas dire que nécessairement ça va bien marcher pour soi, mais ça peut être, facilitant de pouvoir aller discuter avec quelqu'un et je suis à peu près persuadée que tout le monde a quelque chose dans son entourage sur lequel on va trouver, des usages, possibles. Et puis après, je crois beaucoup moi à l'interaction et à las interactions avec les autres, plus qu'à dire, «Allez vous asseoir devant une formation, écoutez bien ce qu'on vous dit, vous allez voir, tout va aller mieux». Non, allez, discuter avec un collègue où il existe de nombreux forums qui existent, en ligne où des enseignants juste expliquent très simplement, ce qu'ils font au quotidien et comment ils, utilisent, l'intelligence artificielle pour savoir par quel bout on va commencer. Est-ce qu'on a vraiment envie d'y faire? Donc moi je voilà, vous avez envie de vous lancer, allez discuter avec quelqu'un. Ça vous donnera peut-être les chemins par lesquels vous avez envie, de commencer et de regarder ce qu'il est possible, de faire. Super et puis il y a de Et puis, il y a de nombreuses ressources aussi, sur ton site. Des e-books, des guides, puis en plus tu fais une newsletter, il y a un blog et pour les personnes qui sont sur LinkedIn, tu partages aussi, donc ça permet aussi, je trouve, de faire une petite veille, de profiter en tout cas de ta veille à toi, quand tu partages, des choses. Hem, Est-ce que tu peux nous parler un peu des ressources qu'on peut trouver sur ton site? Oui, je pense même pas à ça. Comme je passe beaucoup dans les établissements, j'écris des guides sur lesquels, je fais état de ce que j'ai pu, réaliser, au terme construction avec des équipes et de ce qui a le mieux fonctionné. Donc j'ai créé 3 guides qui sont en libre accessibilité, complètement gratuits. Vous pouvez les télécharger sur le site. Pour moi, c'est essayer de diffuser, des bonnes pratiques, enfin celles qui pour moi et pour les équipes avec lesquelles j'ai travaillé fonctionnent. Vous en avez un sur, l'IA et éducation et peut-être que si jamais on a mis le petit doigt dans l'IA, on peut commencer par là. Merci beaucoup Émilie de revenir au centre. Voilà, on a toujours besoin d'une Émilie dans sa vie. Donc ce guide-là, il est généraliste, il donne des pistes pour scénariser un cours, différencier de manière très simple et j'ai mis beaucoup d'exemples avec des résultats de prompts et de sites que vous pouvez utiliser. J'en ai fait un autre, sur, l'évaluation parce que l'évaluation, c'est une grande question et savoir comment on peut utiliser l'IA, pour travailler sur l'évaluation, particulièrement au second degré. Et puis le dernier, c'est un petit guide sur l'IA et la conception universelle des apprentissages. Comment est-ce que l'IA peut être un levier? Si vous connaissez pas tout, j'explique un petit peu ce que c'est que la CEA, et comment est-ce que vous pouvez, utiliser, la CEA. Donc j'ai créé des outils, des aides et donc vous pouvez copier-coller les prompts, vous pouvez cliquer pour aller sur les sites, des applications qui fonctionnent. J'ai tout mis gratuit, donc toutes les ressources que je mentionne sont gratuites et oui, effectivement, j'ai aussi un newsletter sur lequel, tous les mois,
je rajoute un petit élément d'IA, mais je parle de pédagogie de manière plus générale. Mais je remets toujours une petite touche d'IA pour dire: «Bah, tiens, dans ma pratique, globalement, où la dernière, on s'est occupé du transfert de connaissances, bah, je peux utiliser l'IA peut-être pour ça». Voilà. Donc si on fait rien, peut-être on peut s'abonner à la newsletter qui est complètement gratuite et essayer ce que je propose une fois par mois. C'est une autre possibilité. Super, super. Et alors, c'est un petit pas de côté par rapport au sujet, mais dans tes ressources, il y a une ressource, sur les routines de pensée que j'aime beaucoup. Est-ce que tu pourrais, présenter ça en quelques mots? Parce que je trouve ça, hyper intéressant. Alors dans ma vie, effectivement, j'ai plein de passions pédagogiques, on va dire ça comme ça. Et une passion pédagogique, c'est, les routines de pensée. Alors les routines de pensée, ce sont des stratégies d'apprentissage, et qui durent quelques minutes à peine, c'est pas très long, qu'on peut poser au début, au milieu, à la fin d'une séquence avec des objectifs, divers, résumer, se rappeler, mémoriser, comprendre, justifier, faire des liens, enfin 1000 choses dont on a besoin dans les apprentissages. Et ces routines-là, en fait, je ne les ai pas inventées, je les ai plutôt adaptées au programme français. Et en fait, elles sont issues d'un travail de recherche qui date, déjà d'une soixantaine d'années. C'est-à-dire que l'université de Harvard, il y a un peu plus de 60 ans, s'est demandé: «Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que les élèves, quand ils sortent du système éducatif, restent des êtres apprenants tout au long de leur vie?» Et donc ils ont investi plusieurs, pistes. Et donc ce qu'ils ont trouvé de plus concluant, c'est ce qu'on appelle, des routines de pensée. C'est une traduction, hein, de Visible Thinking Routine. Et donc moi, j'en ai repris certaines, très adaptées, et je les ai mises dans des ouvrages avec des exemples précis pour regarder qu'est-ce qui se passe au collège, à l'école primaire, à l'école maternelle et comment est-ce que ça tourne. Il y a 2 ouvrages que vous pouvez aller consulter, qui sont en ligne aussi, qui sont certains me demandaient le papier, donc on peut commander un papier, mais on peut aussi juste télécharger, l'ouvrage où vous pourrez voir comment est-ce que ces routines fonctionnent et surtout le résultat concret d'expérimentation de classe. Alors pour moi, ça a été, j'ai tourné dans ma vie quand j'ai appris ça à l'université et que je l'ai mis en place dans mes formations et en classe à 180°. En fait, je me suis rendu compte que je focalisais pas du tout sur ce qu'il fallait et qu'il fallait que je me retourne un peu. Ça a été une chouette réalisation. Alors j'ai écrit ces ouvrages-là pas toute seule, avec, quelqu'un qui est formidable. Elle s'appelle Catherine Boucher et on a suivi des formations ensemble, mais j'ai suivi ces formations-là avec plein de gens super, Hélène Burge et d'autres, parce que en fait, quand j'ai suivi ces formations-là, je mentionne ici, c'est anecdotique, mais je pense que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. C'est des formations que l'on ne peut pas suivre si on y va tout seul. Ah, c'est intéressant. Et je me suis au départ, quand je me suis inscrite, beaucoup énervée. J'étais obligée de trouver 6 partenaires, Oh! hein. Et ben, en fait, ça a été j'ai vécu plein de moments de développement professionnel formidables. Génial. Ça l'a été tout autant. Et donc bref, tout ça pour vous dire qu'il existe des formations, elles sont plutôt en anglais. Mais que le matériel est disponible, et que ça c'est tellement fonctionnel que si ça vous intéresse, on a une communauté, qui se réunit tous les mois, le samedi pour parler de ce qu'on fait des routines et comment on les fait tourner dans la classe. Voilà. Génial. Moi, donc tu me donneras toutes les références Oui, pour que je mette oui, dans oui, la légende de l'épisode, comme oui, je ça vais le mettre. vous pourrez tout, retrouver. Eh bien, merci, merci beaucoup pour ce temps. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, préciser? Oh, juste ajouter que, pour les enseignants qui vont écouter, que, la vie, pédagogique d'une classe, elle est trépidante. Elle est trépidante, elle doit surtout essayer de rester joyeuse. C'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes, de rester dans un environnement de classe où on est à l'écoute les uns des autres et on apprend les uns des autres. Moi, j'ai jamais autant appris que de mes élèves ou que des étudiants avec lesquels je travaille. Et que si des fois vous vous sentez un peu submergé, un peu fatigué et l'impression que vous êtes au bout du rouleau, j'ai envie de vous dire, c'est parfaitement normal quand je vois tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'on devrait faire aujourd'hui dans une salle de classe. Voilà. Et donc peut-être que l'IA peut être une solution, peut-être que les routines peuvent être une solution. Bref, de choisir des sujets auxquels vous allez vous attacher, mais surtout de rester dans une ambiance joyeuse. Mmh. De kiffer ce qu'on fait au quotidien. Merci, merci beaucoup Julie. Merci Émilie.
J'espère que vous aurez trouvé cet épisode instructif et que vous aurez pris plaisir à l'écouter. En tout cas, moi j'ai adoré l'enregistrer avec Julie. Si vous aimez le podcast, comme d'habitude, vous pouvez toujours lui attribuer une petite note ou un commentaire sur la plateforme où vous l'écoutez parce que c'est ce qui lui permet de grandir et d'avoir plus de visibilité. Si vous avez besoin d'un coaching pour avancer sur le plan professionnel, vous savez où me trouver sur metrucsdecoach.fr/contact ou bien /newsletter ou kiffe ta vie de prof ou kiffe tes vacances. Et comme c'est l'été, c'est le moment idéal pour se plonger dans l'un de mes 2 livres, Enseigner selon son profil ou Gestion de classe, mode d'emploi. Je vous mets tout ça dans la légende de l'épisode. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.